Chers amis, bonjour et merci. Merci d'être là sur RTCH. Merci de nous retrouver pour ce rendez-vous qu'on prend toujours autant de plaisir à vous proposer régulièrement, chaque semaine ou tous les 15 jours, avec des personnalités qui viennent se succéder, qui nous racontent un petit peu leurs histoires. Vous savez que j'aime bien vous raconter les tranches de vie de ceux et celles qui se succèdent dans ce studio et qui acceptent évidemment de se dévoiler. C'est pas toujours simple et je suis d'autant plus content que cette émission que nous allons vous proposer maintenant est une révélation pour moi. Vous allez entendre cela tout au long de l'émission. On va recevoir un acteur, un producteur, un réalisateur, une personnalité que vous avez peut-être découverte dans les années 90, qui a commencé dans les années 90 avec la troupe des Robins des Bois. Qu'est-ce qu'on a ri avec les Robins des Bois. Il a fait du chemin depuis. Il s'appelle Maurice Barthélémy et Maurice a publié un livre qui est l'occasion justement de le recevoir sur RTCH. Ce livre s'appelle Fort comme un hypersensible. C'est aux éditions Michel Lafon. Et qu'est-ce qu'un hypersensible? Alors c'est ce que nous allons voir. Est-ce que vous êtes hypersensible? On va évoquer cela avec Maurice qui vient de me rejoindre à l'instant. Bonjour Maurice Barthélémy. Bonjour Marc, enchanté. Merci, je suis ravi. Je suis vraiment très très content. On a eu l'occasion, pour dire la vérité, de discuter un peu en off. On s'est rendu compte que nous avions beaucoup de points communs et j'ai eu aussi cette espèce de révélation sur l'hypersensibilité. On va voir ça tout au long de cette émission. Merci de se dévoiler. C'est pas simple de parler de soi. C'est pas simple d'écrire également sur soi. C'est pas simple de pondre un livre comme celui-ci. Curieusement, ça a été assez simple. Ça s'est fait pendant le confinement. Les éditions Michel Lafon m'ont contacté parce qu'ils avaient vu un live que j'avais fait sur Instagram sur l'hypersensibilité et ils m'ont demandé d'écrire un livre sur l'hypersensibilité d'un garçon, quoi. Comment un homme assume son hypersensibilité. Et moi, sur le coup, j'étais assez surpris parce que ça ne m'était pas venu à l'esprit. Et puis, je leur ai demandé de le faire plutôt sous forme d'entretien. Alors, ils m'ont dit OK. Donc, on a fonctionné par Zoom avec l'auteur, Bessora. Et chaque 15 jours, on se faisait des sessions d'entretien. Elle a rédigé l'ensemble de ces entretiens sur papier. Et puis après, une coach, Charlotte Vils, est venue se greffer sur le projet pour développer des points caractéristiques de l'hypersensibilité. Et ce qui fait que finalement, ce livre est sorti comme ça très rapidement. Et aujourd'hui, je suis tellement content parce que je fais une promo presque royale pour un livre parce qu'en ce moment, il y a peu de gens qui sont en promo, donc j'ai beaucoup de place pour pouvoir m'exprimer. Et surtout, j'ai énormément de retours de gens qui découvrent leur hypersensibilité et des réactions aussi étonnantes que la vôtre. Ouais, exactement. Sauf que quand on écrit un livre, on se dévoile. Le fait de parler comme ça, parce que vous allez très très loin dans votre histoire, de votre famille, on parlera justement de vos parents, de votre fille, etc. C'est pas nécessairement un exercice facile quand on est un homme public. Moi, j'ai voulu jouer le jeu, en fait. À partir du moment où je parlais de ma propre hypersensibilité, je ne me voyais pas faire un bouquin un tout petit peu neutre, un peu banal sur des anecdotes du métier. Non, je me suis dit, non, bah, c'est l'occasion de parler de toi, de parler de ton histoire, de ton passé, de ce que tu as vécu quand tu étais gamin et de jouer carte sur table. Donc, c'est un peu un défi que je me suis passé à moi-même en me disant, OK, ben, va au bout de cette démarche. Et je ne regrette pas parce que finalement, ça m'a fait du bien de raconter des choses que j'osais pas vraiment exprimer, des histoires qui me sont arrivées. Et au final, non, je le conseille à tout le monde. En tout cas, c'est un livre à lire, c'est très intéressant, Fort comme un hypersensible aux éditions Michel Lafon. On ne sait pas nécessairement, mais chaque année, il y a la journée nationale des hypersensibles que l'on consacre. Vous savez qu'il y a toujours des thématiques, hein, la journée 2, la journée internationale 2, régulièrement tout au long du calendrier de l'année. Et puis là, le 13 janvier, chaque année, il y a ça, la journée des hypersensibles. Et avant de lire votre livre, je ne savais même pas que cette journée existait, hein, pour tout vous dire. Ça va jusque-là. C'est normal. Elle existe depuis 3 ans, donc c'est vraiment une chose récente. Elle a été initiée par Saverio Tomasella, qui est un des grands spécialistes de l'hypersensibilité en France. Et aujourd'hui, c'est vrai, on en parle de plus en plus. Les médias laissent de plus en plus de place à ce thème. Et ça nous permet, nous, hypersensibles, d'éclaircir et surtout d'éviter la confusion entre hypersensibilité et hyperémotivité. On a souvent tendance à mélanger les deux. Et en fait, non, l'hypersensibilité est plutôt je dirais,
comment je pourrais dire, une profusion d'informations plutôt qu'une profusion d'émotions. Alors évidemment, il y a pas mal d'hypersensibles qui sont émotifs. Moi, ce n'est pas trop mon cas. J'ai plus un problème à gérer toutes les informations que je reçois en permanence. Ouais, parce que vous dites très clairement, quand on parle, on confond, on fait toujours des amalgames. Quand on parle justement d'hypersensibilité, on dit que ce sont des gens extrêmement timides, repliés sur eux-mêmes, des personnes qui pleurent au moindre tracas, qui se lamentent sans arrêt sur leur sort, qui savent pas vraiment très bien gérer ça, et qui sont, par définition, faibles. C'est pour ça que vous parlez fort comme un hypersensible. C'est ça, ben oui, parce qu'en fait, oui, ça c'est un peu l'image d'Épinal qu'on a des hypersensibles. On pense que ce sont des gens voilà, qui font dans l'âme pour un oui, pour un non. Mais non, en fait, l'hypersensibilité, c'est plus une hypersensibilité des informations. C'est-à-dire que c'est comme si, j'emploie souvent cette métaphore, mais comme si j'avais une parabole au-dessus de la tête qui captait beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, le bon côté de tout ça, c'est que ça me donne euh, un esprit rapide, c'est que ça me permet d'avoir des fortes intuitions, d'avoir un esprit analytique rapide, de capter aussi beaucoup d'informations au niveau des sens, de la lumière, de l'odorat, du toucher. Et donc, oui, à partir du moment où on commence à avoir conscience de cet état-là, et je dis état et non pas pathologie parce que ce n'est pas du tout une Ouais. maladie, à partir du moment où on a conscience de cet état-là, eh ben, on peut commencer à, à mieux le contrôler et à mieux en profiter. Et essayer de se débarrasser au maximum des mauvais côtés de l'hypersensibilité, que peuvent être les problèmes de confiance en soi, que peuvent être des problèmes d'addiction aussi. Beaucoup d'hypersensibles peuvent être facilement addicts à pas mal de substances et autres. Ils peuvent aussi comment dire, apaiser leurs angoisses, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ben, voilà, si on arrive à surmonter tout ça, eh ben oui, ça devient une vraie force. 18%, 18% de la population est hypersensible. En tout cas, ceux qui savent qu'ils le sont. Sans doute beaucoup ne le savent pas et ont peut-être des ressentis comme ça qui les mettent mal à l'aise. D'où l'intérêt aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se faire diagnostiquer hypersensible? Alors, moi, j'emploie pas souvent le terme diagnostic parce que sinon, ça le rapproche de la maladie. Je La dirais maladie, que, ouais. en tout cas, on peut effectivement aller voir des coachs spécialisés, ça existe. Donc, ils travaillent pas mal en visio, donc on peut les contacter un peu quel que soit l'endroit où on vit, on peut contacter des coachs spécialisés en hypersensibilité. Il existe par exemple un réseau social qui s'appelle Atypico, qui a une page professionnelle où sont répertoriés pas mal de praticiens spécialisés dans l'hypersensibilité. Il y a aussi des bouquins, de nombreux bouquins qui ont été faits sur l'hypersensibilité, notamment je pense à celui de Hélène Aron, qui est une psychiatre américaine qui a posé les bases de l'hypersensibilité il y a une vingtaine d'années, les livres de Saverio Tomasella, de Charlotte Vils et bien d'autres. Donc voilà, je pense que grâce à Internet, aujourd'hui, on peut vraiment se faire sa propre idée de son hypersensibilité et petit à petit réunir les pièces qui nous permettent à un moment de se dire, voilà, je suis hypersensible, tout va bien, et de continuer à avancer. Continuer à avancer, donc se dévoiler au travers de ce livre, Fort comme un hypersensible, aux éditions Michel Lafon. Et alors, vous commencez avec un truc, moi, qui me fait rire, parce qu'évidemment, vous êtes dans l'humour, les Robins des Bois, bien entendu, plus tous les films que vous avez produits et dans lesquels vous avez joué. On va y revenir dans quelques minutes. Vous dites, alors, c'est très simple, hein, pour me définir, moi, Maurice Barthélémy, vous prenez ma mère, vous prenez mon père, vous prenez leur héritage, vous mélangez le tout, et vous aurez des générations d'enfants qui s'excuseront toujours d'être là. L'hypersensibilité, c'est souvent une histoire de famille. Ça commence par là? Mais oui, effectivement. Alors, ça n'a pas été prouvé scientifiquement, mais moi, quand même, je suis obligé de le constater que mes parents étaient hypersensibles, que je suis hypersensible, que mes sœurs le sont, que mon frère l'est, j'ai une nombreuse famille, et que ma fille l'est aussi. Donc, effectivement, ça se passe. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, ça se transmet. Et alors, c'est plutôt une bonne chose parce que souvent, les lignées d'hypersensibles sont des familles très créatives, assez altruistes, assez généreuses, plutôt intègre. Et le mauvais côté de ça, c'est que souvent, il y a ce problème d'estime de soi qui se pose. Et ça donne souvent des générations de personnes qui s'excusent un peu d'être là.
Et donc, moi, j'ai voulu un tout petit peu casser cette entre guillemets, malédiction, parce que, voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter de s'excuser d'exister et d'être un peu différent. Et donc, oui, les hypersensibles sont des gens qui pensent un peu différemment, qui voient les choses différemment, mais il faut arrêter de s'excuser, il faut l'assumer, voilà, en être presque fier de cette différence. Et alors justement, j'imagine à votre fille Tess, vous devez, anticiper un peu les choses parce que vous dites très clairement qu'il aura fallu attendre une demi-vie, hein, 50 piges pour se rendre compte que vous étiez, véritablement hypersensible, et que vous Ouais. avez sans doute pu enfin mettre des mots sur, les ressentis, les émotions que vous aviez. Est-ce que vous avez une approche différente maintenant avec votre fille sur ce Alors, je thème? commence à en parler avec elle, elle a 15 ans. Euh, je me suis rendu compte de ma propre hypersensibilité il y a 7 ans environ, j'en ai 51, je vais avoir 52. Euh, je, 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 J'essaye de ne pas lui imposer euh, cette discussion. J'essaye de faire en sorte que ça vienne d'elle. Et là, en ce moment, elle voit que je suis en promotion. Elle vit aux États-Unis. Donc, elle suit les choses un peu avec éloignement, mais en même temps, je vois qu'elle est elle est assez sur le coup. Donc, de temps en temps, elle me pose des questions en me disant qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? Est-ce que tu crois que je suis hypersensible? Qu'est-ce que c'est qu'un manipulateur? Bref, je sens que la conversation comme ça évolue. Et j'aimerais qu'à un moment ou un autre, elle puisse découvrir sa propre hypersensibilité, mais sans que je la brusque. Je crois que c'est vraiment important que quel que soit l'âge qu'on a, on y vienne au moment où il fallait que ça vienne. Et bon, c'est vrai que moi, si j'avais pu découvrir plus tôt mon hypersensibilité, j'aurais été ravi. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Il y a 45 ans, je l'ai découvert. Mais j'aimerais bien que ma fille puisse le savoir plus tôt pour pouvoir se prémunir, je dirais, de petits incidents de la vie qui seraient souhaitables qu'elle évite, quoi. Mmh. Et si mon expérience peut l'aider et lui faire gagner du temps, j'en serais ravi. Comme à tous ceux qui vont lire votre livre, évidemment, et qui vous écoutent aujourd'hui sur RTCH. Est-ce que vous pensez sincèrement que si vous aviez su avant vos 50 piges ou 45 ans eu connaissance de votre hypersensibilité, vous auriez eu un chemin de vie un peu différent, un autre parcours professionnel? Est-ce que ça vous aurait aidé de le savoir avant? Alors, moi, je me dis ça. Moi, je me dis ça. Oui, je pense que ça m'aurait évité peut-être des erreurs. Mais en même temps, euh, vous le savez mieux que moi, je pense que les choses nous arrivent dans la vie au moment où elles doivent nous arriver. C'est-à-dire que voilà, c'était mon chemin et il fallait que je le découvre à cet âge-là. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai plus de regrets. Mais c'est vrai que sur le coup, quand je l'ai découvert, je me suis dit, ah, si j'avais su plus tôt, ça m'aurait évité des rencontres compliquées avec des manipulatrices, ça m'aurait évité de faire voilà, peut-être de manquer autant de confiance en moi, peut-être de m'auto-saboter en permanence, comme j'ai pu le faire quand j'étais plus jeune. Bref, je me Hmm. suis posé toutes ces questions-là. Mais finalement, je me rends compte que si aujourd'hui on arrive à avoir cette conversation, vous et moi, c'est que finalement, il s'est passé tout un nombre d'éléments avant qui nous ont conduits à cet événement et que peut-être que c'était comme ça que, que les choses devaient se produire. Donc, j'ai plus de regrets finalement. Est-ce que c'est quelque chose de génétique ou est-ce que le parcours que vous avez eu et dans votre livre, Dieu sait que quand on regarde dès votre plus jeune âge le rapport que vous avez avec vos parents, la manière dont vous êtes un peu trimballé à droite à gauche, le fait que vous soyez né à l'étranger, vous parlez de vos frères et sœurs, demi-frères, etc. Bon, est-ce que ça aurait changé quelque chose si effectivement vous aviez eu un autre parcours de vie tel que celui que vous décrivez dans le livre? Euh, c'est difficile à dire. Moi, je sais en tout cas que oui, j'ai eu des parents qui étaient des parents 68 arts. Dans les années 70, ils m'ont éduqué de façon très, entre guillemets, très libre. Ils m'ont responsabilisé très tôt. Et c'est C'est vrai même plus que qu'elle ça, aurait hein, c'est même plus que ça, ouais, hein, c'est plus plus que que ça. ça. Oui, ils m'ont mis vraiment dans des situations Ah entre ouais. guillemets à risque, hein, parce que c'est vrai que oui, c'est vrai. Mais en même temps, quand j'ai fait une thérapie classique, freudienne, à un moment, à 45 ans, je me suis rendu compte que oui, effectivement, mes parents, d'une certaine façon, m'avaient maltraité sans s'en rendre compte.
parce qu'il m'avait responsabilisé trop tôt. Il m'avait rendu adulte beaucoup trop tôt. Et ce qui fait que j'avais développé chez moi des défenses très puissantes que j'ai eu du mal à quitter par la suite. Mais après coup, je me dis que mes parents étaient des hypersensibles. Ils ont fait comme ils ont pu aussi avec leur époque, leur éducation, leurs parents. Et ce qu'ils nous ont transmis était finalement le fruit de leur propre histoire. Donc moi, je ne leur en veux pas aujourd'hui parce que finalement, voilà, ils ont fait comme ils ont pu, quoi. Alors oui, c'était une époque particulière des années 70. À cette époque-là, on était un petit peu des cobayes. Et c'est vrai qu'ils ont fait des choses que moi, qui suis devenu père par la suite, j'aurais jamais fait. Ma C'est mère, par sûr. exemple, m'a mis dans un avion à 11 ans quand elle était au Honduras. Donc, elle me met à l'avion à Tegucigalpa et elle me dit, tu changes à Miami. Et puis, à Miami, tu prends bien l'avion pour Paris. Bon, Miami était le plus grand hub de la planète. Hein, donc, c'était chaud parce que je parlais pas un mot d'anglais, que j'avais pas de pancarte accompagnée parce que dans les années 80, c'était pas encore courant. Donc, il a fallu que je me débrouille. Bon, c'est vrai que c'est assez traumatisant pour un enfant parce que ça nous met vraiment dans une situation vraiment précaire et vraiment très, très angoissante. Mais je dirais que le bon côté de ça, c'est que quand je me suis retrouvé à être comédien à 18 ans, j'avais plus vraiment peur de grand-chose parce que j'avais l'impression que on m'avait préparé à cette vie un peu particulière qui est celle de comédien. Et donc, du coup, ça m'a fourni des armes que j'ai utilisées par la suite. Moi, je suis assez, dans votre livre, je suis assez stupéfait de voir avec quelle manière vous arrivez effectivement à vous livrer dans le détail, avec, en donnant évidemment des choses très précises sur le parcours de votre vie. Pour reprendre justement l'histoire de Miami, c'était se retrouver à 11 piges quand même seul à Miami, mais juste avant, il y a la séparation de vos parents, et Ouais. ça, c'est déjà un premier traumatisme sur le fait que vos parents se séparent, et ni l'un ni l'autre ne vous accepte quelque part. Votre maman s'en va du côté au Honduras, c'est ça, et votre papa Ouais. part en Haïti. Ce qui fait que vous vous Mhm. retrouvez élevé, entre guillemets, par des voisins, je crois, c'est ça, hein, dans l'histoire, des Mhm. voisins qui Ouais, sont ouais, enfin, il y a un enseignants. couple d'amis qui étaient enseignants. Voilà, un Ouais. couple d'amis, voilà, Hervé et Nanou. Et je me Mhm. dis, déjà, rien que ça, c'est quand même, c'est pas être 68 arts, hein, c'est pas les années 70, c'est quand même une philosophie de vie qui est quand même bien particulière, hein, je veux dire. C'est C'est déjà un sûr que traumatisme. j'ai connu un cas de figure assez unique où les deux parents sont partis en même temps de la maison. C'est-à-dire que il y a eu un film comme ça qui s'appelle Papa ou Maman. Bon, ok, c'est papa ou maman. Non, là, c'était Hmm. sans papa, sans maman. Et ça a duré effectivement une bonne année. Mais c'était des gens qui étaient des hypersensibles, qui allaient au bout un peu de leurs élans et qui étaient sûrement un peu égoïstes, même très égoïstes. Ce qui fait que quand ils sont séparés, plutôt que de nous le dire déjà, parce qu'ils ne nous l'ont pas dit, ils sont partis à un moment en nous disant on part. Et donc ma sœur Élodie, qui a 4 ans de plus que moi, et moi, nous nous sommes retrouvés donc dans ce petit village de Picardie, gardés par ce couple d'amis charmants, mais sans avoir d'explication. Et quand j'ai rejoint ma mère au Honduras pendant les vacances scolaires, je me suis retrouvé face à une situation que je ne comprenais pas, quoi. Et surtout dans un village sans eau, sans électricité, un village de pêcheurs, de la côte Caraïbe, loin de tout. Et c'était effectivement très particulier parce que j'avais des parents qui, qui étaient hyper cool, hyper baba cool, mais qui ne communiquaient pas, quoi. Et ils ne Hmm. communiquaient pas avec nous et ils ne nous ont jamais dit qu'ils s'étaient séparés. Donc, il a fallu que nous, on le comprenne et qu'on comprenne aussi qu'est-ce qu'on foutait, enfin, en tout cas, qu'est-ce que je foutais, moi, au Honduras, dans ce village, et en train de me dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, c'est vrai que c'est particulier, ouais, c'est particulier ce que j'ai vécu, mais une fois de plus, je crois que c'est hyper important aujourd'hui de prendre du recul et de se dire, ouais, bah, ça, c'est pas quelque chose que je reproduirais avec ma fille aujourd'hui. Au contraire, je suis plutôt un père très, très présent, même si on est éloigné de l'un de l'autre. Mais je crois que voilà, c'est des épreuves de la vie. Je pense qu'il y a des gens qui ont vécu des épreuves bien plus dramatiques, bien plus traumatisantes, mais il faut en tirer des leçons et se dire, bon, bah, ok, qu'est-ce qui a déconné dans cette éducation? Il faut vraiment aussi pointer du doigt les défaillances des parents, parce qu'il faut quand même appeler un chat un chat. Et puis, fort de ce bilan-là, bah, savoir passer l'éponge et puis avancer.
Mais la question, c'est de savoir, est-ce que cette éducation-là, cette façon de vivre, un petit peu, voilà, olé olé, est-ce que ça a forgé votre hypersensibilité ou est-ce que si vous aviez eu une autre éducation, vous n'auriez peut-être pas eu ce ressenti-là, cette hypersensibilité-là? Est-ce qu'on peut le définir, ça? Ouais, je pense que là, pour le coup, je pense que je devais être hypersensible quand j'étais gamin, mais ça, cette éducation, cet environnement familial que j'ai eu a démultiplié cette hypersensibilité. Parce Eh oui. qu'effectivement, comme ils m'ont un peu projeté comme ça dans la vie d'adulte très tôt, il a fallu que moi je m'adapte un peu à la Tom Sawyer. Bon, sauf que Tom Sawyer était voilà, lui, c'était presque un orphelin, mais moi, mes parents étaient tellement occupés qu'il fallait que je me débrouille tout seul. Donc, je dirais que oui, ça a forcément contribué à l'hypersensibilité que je vis aujourd'hui, ouais, c'est sûr. Ouais. Et vous dites d'ailleurs, je vivais les événements sans les interroger et sans questionner leur effet sur moi. J'étais un gamin qui ne voulait surtout pas revenir en arrière et comprendre ce qui s'était passé ou ce qui se passait. Oui, clairement. Clairement, parce qu'en fait, je pense que si j'avais un peu peur d'aller fouiller dans ce passé et d'y découvrir justement des manquements. Il a fallu que je le fasse à 45 ans, parce qu'au bout d'un moment, on a trop de casseroles, donc il faut qu'on passe à la cuisine et qu'on aille s'occuper de tout ça, quoi. Et donc, oui, effectivement, j'ai fait je me suis retourné vers ce passé-là en me disant, OK, j'ai eu des parents qui étaient des intellos de gauche, comme ça, très ouverts, trop cool, qui ne m'ont pas assez protégé, qui m'ont responsabilisé beaucoup trop tôt. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème que j'ai vécu. Il faut que je le répare. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour le réparer? Déjà, j'ai mis à jour cette hypersensibilité et j'ai essayé de faire en sorte de mieux la vivre. Et puis je suis aussi passé par des séances d'hypnothérapie, d'EFT, de NDR, bref, plein de techniques aussi de sophrologie qui m'ont permis de calmer ce mental et de faire en sorte qu'aujourd'hui, je sois plutôt plus centré qu'avant, quoi. Il y a aussi une autre, pas anecdote, parce qu'aujourd'hui, même si vous l'évoquez comme une anecdote, c'était quand même une tranche de vie extrêmement compliquée. Lorsque vous allez rejoindre votre père en Haïti, vous vous dites, Mhm. tiens, c'est formidable, on va pouvoir partager des choses, vivre sous le même toit et faire en sorte voilà, que le fils vive avec son père. Ben non, pas du tout. En fait, votre père ne vous veut pas et il décide de vous prendre un petit studio, un petit appartement en disant, bah tiens, ça te fera plaisir, hop, 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 on met ça sur le côté et vous dites, je suis comme un bagage et quand les bagages sont trop lourds, on les pose à la consigne et on s'en débarrasse. On est quand même loin d'une éducation, c'est traumatisant quand même quand on est un môme. Ouais, je pense que quand on est môme, on ne se rend pas compte que c'est traumatisant parce que le môme a une résilience incroyable. Donc, il prend sur lui et il n'analyse pas vraiment que c'est bizarre ce qu'il vit. Et bon, il s'adapte, quoi. Et c'est vrai que là, on fait référence à une autre étape de mon histoire, celle du Honduras. J'avais 11 ans. Celle-ci se passe quand j'ai 14 ans à peu près. Ouais, Et c'est ça. à l'époque, je vivais à Paris avec ma mère, j'étais au lycée à Paris. Et puis, bon, en bon adolescent, j'étais un petit peu en opposition avec ma mère. Et elle se dit à ce moment-là qu'il faut que je rejoigne mon père, qui lui est en poste en Haïti, dans une petite ville de province d'Haïti qui s'appelle Jacmel. Et il m'envoie là-bas sans vraiment me demander mon avis. Et l'idée, c'est que j'allais passer une année scolaire là-bas en suivant des cours par correspondance. Moi, je n'étais Avec le pas CNED. spécialement pour. Ouais, avec le CNED. Et donc, je n'étais pas spécialement pour parce que j'étais très bien à Paris avec mes potes. Mais bon, je dis, OK, bah, je suis. Et je me retrouve là-bas. Et effectivement, je découvre que mon père, plutôt que de me prendre chez lui, il décide de me prendre un studio à 500 mètres de chez lui. Parce que je crois qu'en fait, il avait un tel problème lié à l'intimité, c'était plus un problème de pudeur. Je pense qu'il arrive. Il n'a pas supporté l'idée de voir son fils en tête à tête avec lui, quoi. Et donc, il m'a mis dans un studio à 500 mètres de chez lui. Et je me suis retrouvé, moi, à 14 ans et demi, 15 ans, dans un studio, dans une ville que je ne connaissais pas, où j'étais le seul petit blanc de la ville. Et mon père, en même temps, m'a appris à conduire la voiture, à conduire la Mm. moto et à voir mon studio. Et il m'a dit, maintenant, t'es un homme. Et donc, T'es un homme.
Alors, donc Alors, évidemment, c'est valorisant, mais c'est très particulier à vivre quand on est aussi jeune. ça, c'est sûr. Le rapport que vous avez avec votre papa, vous le décrivez aussi avec beaucoup de sensibilité, mais en même temps avec la dureté quand même de cette relation qu'il y a entre lui et vous. Vous dites, mon père vit son existence comme une expérience quasi scientifique. Le problème, c'est que ses enfants font partie du protocole, on est donc des cobayes. Mais aussi par moment, on est ses bagages, et c'est ce que je disais tout à l'heure, des valises un petit peu encombrantes. Alors il les pose quelque part dans une consigne pour enfants encombrants. Ça déjà, se sentir un enfant encombrant, c'est pas simple. Et il va vivre sa vie, et nous, la nôtre de l'autre côté, c'est un père relativement absent, assez peu affectueux, et il n'est pas d'une grande disponibilité. Il y a de la souffrance quand même dans ce que Mm. vous écrivez là. Alors, moi, je ne le vis pas comme une souffrance, je le vis plus comme un bilan, mais c'est vrai que c'est sûrement, oui, c'est vrai que c'est délicat d'avoir un papa qui a du mal à exprimer ses émotions, qui a du mal à vous prendre dans ses bras, qui a du mal à être présent, qui a du mal à être à l'écoute, surtout. Mmh. Je crois que ça, c'est vraiment une des choses dont j'ai le plus souffert, c'est que mon père ne m'écoutait pas. C'est-à-dire que mes parents ne m'écoutaient pas. Et pour un hypersensible, c'est ce qu'il y a de pire. L'hypersensible a vraiment besoin d'écouter les autres et qu'on l'écoute. Et mes parents, ils avaient du mal parce qu'ils étaient tellement pudiques qu'ils avaient du mal à écouter. Donc, du coup, ils s'échappaient. Par exemple, ma mère, plutôt que, par exemple, quand elle nous recevait chez elle, plutôt que de se mettre à table et de nous poser des questions, de savoir comment est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, est-ce que tout allait bien, elle était dans une hyperactivité qui lui évitait de trop nous poser de questions et de trop nous écouter. Quant à mon père, lui, il se réfugiait dans une sorte de théorie. Tout était théorie. C'est-à-dire que dès qu'on lui parlait d'un truc, il fallait qu'il théorise ce dont on venait de lui parler. Alors que moi, j'aurais voulu que je lui dise, bah, écoute, tu sais quoi, ouais, bah, avec les Robins des Bois, on a fait notre première télé, on était hyper contents. Bon, bah, lui, plutôt que de recevoir cette info, il disait, ah ouais, 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 c'est intéressant, mais tu sais, la télévision, c'est quand même une façon de rendre, d'asservir la société. Et toi, tu te dis, ouais, mais c'est pas ce dont je te parlais. Là, je te parlais d'un truc sympa que je viens de vivre. Et c'était tout le temps ça, quoi. Ils se réfugiaient derrière des théories pour communiquer. Mais c'est vrai que ça manquait de communication. Alors, est-ce que j'en ai souffert? Sûrement, à l'époque. Aujourd'hui, j'en souffre plus parce que je n'ai plus mes parents. Donc, voilà, je pense que c'est important aussi de faire la paix. Mmh. Et puis, surtout, de se dire, bon, OK, j'ai vécu ça, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas le reproduire, quoi, surtout. Alors, vous avez, moi, ça m'a beaucoup touché aussi. Vous parliez il y a un instant de l'hyperactivité de votre maman et quand elle vous recevait avec vos frères et sœurs pour déjeuner ou pour dîner, elle n'était jamais assise à table, vous le disiez. Alors, le coup, c'est de l'inviter au restaurant pour faire en sorte que là, pour le coup, elle n'a strictement rien à faire et qu'elle reste à table et elle se fait servir. Voilà, donc elle est obligée d'être en communication avec vous. C'est sympa, c'est mignon, c'est drôle. Exactement, parce que là, du coup, j'avais trouvé une technique qui était imparable. Et là, Mmh, c'était les 6 derniers mois de sa vie, mais ça l'obligeait à se fixer, quoi. mmh, Et moi, je crois beaucoup à ce genre de technique très, comment dire, très pratique pour pouvoir changer des modes de communication. mmh. C'est tout d'un coup rappel à un truc un peu surprenant dans la vie de la personne en face, qui fait que tout d'un coup, ça va déclencher la parole. Euh, J'avais trouvé ça, chacun sa technique. Ouais, je trouve ça très, très joli, très touchant. C'est vrai qu'on en rigole aujourd'hui et que voilà, à 50 ans, on peut effectivement être dans le pardon et se dire que voilà, ils ont aussi eu leur éducation, on a bien compris. Ceci étant, dès votre plus jeune âge, 7, 8 ans, il y a quand même aussi, par rapport à votre hypersensibilité, il y a aussi des comportements hein, que vous avez, des TOC, vous avez des réactions aussi, vous avez besoin d'avoir la certitude, donc vous vous retrouvez sans arrêt à faire 3, 4, 5, 6, 10 fois la même chose, du somnambulisme. Est-ce que ça, ce sont des réactions d'hypersensibles type? Alors, une fois de plus, moi, je vais parler de ma propre hypersensibilité, chacun a la sienne. C'est vrai que l'enfant hypersensible peut être très facilement angoissé parce que en fait, il a une notion presque innée de l'ailleurs, de la mort, euh, que n'ont pas d'autres enfants. Ce qui fait que l'enfant hypersensible va très vite se retrouver face à des angoisses très puissantes. Il peut avoir des terreurs nocturnes.
il peut développer des tocs comme moi j'ai développé, c'est-à-dire qu'il fallait que, avant de me coucher, je respecte tout un rituel où il fallait que j'aille vérifier que la porte était fermée, que le gaz était éteint, que j'aille faire pipi, que je me mette au lit, que je retourne faire pipi pour être certain de ne pas faire pipi au lit. Et une fois retourné au lit, je checkais si les réveils que j'avais mis allaient bien se réveiller le lendemain matin. Je mettais 2 réveils au cas où il y en ait un qui tombe en panne. Parce que c'était aussi des angoisses de ne pas se réveiller, des angoisses de mort. Et donc, c'est vrai, l'enfant hypersensible peut développer ce genre voilà, De réaction, de de comportement. problèmes de comportement. J'ai eu aussi des épisodes de kleptomanie où il fallait que je pique de l'argent à mes parents. Et c'était une façon pour moi de leur dire que j'étais là, quoi. Et c'était aussi une façon pour moi de me faire des cadeaux parce que peut-être que j'en recevais pas trop en face. Bon, peut-être que je suis trop indulgent avec moi-même, mais bon, on va dire que c'était peut-être ça que je ressentais, quoi. Et puis j'avais d'autres petits, entre guillemets, symptômes. J'étais très misophone, par exemple. Je détestais les bruits de bouche, ça me rendait dingue, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et, et donc, je me suis débarrassé de tout ça. Aujourd'hui, je suis encore misophone, mais tout le reste a disparu. J'avais aussi une dyslexie orthographique où j'étais complètement désorthographié. Et donc ça n'a pas vraiment été mis à jour à l'époque, que c'était de la dyslexie. Et j'en ai fait un complexe énorme parce que je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Et j'ai été obligé, une fois adulte, de corriger cette orthographe, mais vraiment tout seul comme un grand. Et aujourd'hui, j'ai une orthographe qui est bonne à 90%. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment être vigilant quand on a des enfants hypersensibles à, à tout de suite repérer quand tout d'un coup ils développent des petits symptômes un peu étranges, que ce soit des tocs, que ce soit des cauchemars, que ce soit des terreurs nocturnes, que ce soit des pipis au lit ou autres. Parce que ça peut très vite se résoudre. C'est ça qui est bien avec les enfants, ça peut très vite se résoudre. Encore faut-il mettre le doigt sur le bon. Enfin, j'aime pas utiliser le mot diagnostic, mais en tout cas, voilà, la bonne cause, quoi. Auprès de qui? Chez qui? Des pédopsies qui sont sensibilisés à l'hypersensibilité, à des coachs spécialisés sur les enfants hypersensibles. Il y a même des psychiatres qui aujourd'hui viennent doucement à l'hypersensibilité. C'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Comment se passe l'école avec tout ça, entre le déchirement de vos parents qui se séparent, entre le fait d'être envoyé à droite à gauche pour les vacances, le fait de se débrouiller tout ça et, tout seul et d'être considéré comme un adulte bien avant l'âge? C'est un malentendu, l'école, parce qu'en fait, tant que j'étais dans dans une petite structure en Picardie, une petite école primaire confortable, bienveillante, avec peu d'instituteurs. Enfin, tout ça était parfait pour moi parce que j'étais dans une sorte de cocon et l'école, j'y trouvais vraiment mon compte et je m'y sentais bien. À partir du moment où je suis propulsé dans un collège à Paris, 1500, 2000 élèves, beaucoup de disciplines certaines ne m'intéressent pas du tout, là, je décroche. Je décroche parce qu'en fait, je ne suis plus du tout protégé en tant qu'hypersensible. Je ne comprends pas ce qu'on m'apprend. Je ne vois pas trop qu'est-ce que je peux en faire de façon pratique. Donc, je m'y désintéresse totalement et je ne suis pas un très bon élève. Alors, j'ai la moyenne parce que je ne suis pas trop con et que je fais en sorte de ne pas redoubler pour ne pas quand même me retrouver avec une double peine, mais je ne m'intéresse pas à l'école. Et en revanche, j'adore les copains, les copines, j'adore tout ce qui est pouvoir m'exprimer à l'oral, tout ce qui est de l'ordre de la créativité, tout ça me va bien. En revanche, dès qu'on me parle de maths, dès qu'on me parle je sais pas, de cours de physique, de trucs comme ça, c'est pas du tout mon truc et je ne fais plus rien. Et les profs s'arrachaient les cheveux parce que pour eux, c'était pas cohérent ils ne comprenaient pas comment cet élève qui était aussi à l'aise à l'oral et aussi cool dans la classe puisse être à ce point peu motivé pour travailler. Donc, ils disaient de moi que j'étais un gros flemmard. Mais je ne pense pas que c'était vraiment un problème de flemmardise parce que je crois qu'un enfant hypersensible, à partir du moment où on l'intéresse, mais il devient une bête à concours.
Et là, je pense juste que c'était le système scolaire qui n'était pas adapté pour moi. Alors, il y a un mot qui revient et qui est assez intéressant, c'est le mot intuition. Vous parlez de votre intuition et vous dites l'intuition est une autre caractéristique de l'hypersensible, c'est-à-dire cette petite voix tout au fond de soi qui répète très clairement, et en tout cas dans votre cas, qui répétait sans arrêt, je ne suis pas fait pour un métier dit classique. Vous parliez d'être très à l'aise à l'oral. À quel moment vous commencez à ressentir le fait que vous n'allez pas du tout être le monsieur tout le monde que vous auriez pu être? Ça s'est passé durant l'année 85-86. J'ai vécu en une année, à cette époque, j'étais en Haïti, et l'épisode d'Haïti se termine par un putsch. En fait, le président de l'époque, qui s'appelait Bébé Doc, est renversé par le peuple, et donc je vis une révolution. Et toutes les écoles sont fermées, et il y a un couvre-feu, et on se retrouve enfermés chez nous. Et mon père, voyant que je vais rater ma scolarité, me met dans l'avion et me renvoie à Paris. Quand j'arrive à Paris, je reprends mon lycée dans le 9e à Paris. Et là, il y a une nouvelle révolution qui éclate, qui était les événements étudiants de 86, où De Paris vaquer. a été, ouais, de Vaquet, la réforme de La réforme de Vaquet, où, Vaquet, voilà. qu'on n'a jamais compris quand on était môme, on ne l'a jamais comprise, cette réforme, en fait. On est bien Encore d'accord. Hein. maintenant, encore Encore. maintenant, je ne la comprends pas. Mais c'était. Et moi, je me retrouve à la tête du mouvement lycéen du quartier, et on me dit, mais ça y est, on est contre la réforme de Vaquet. On me met un mégaphone dans les mains, et puis moi, je commence à haranguer les foules, et on se retrouve mais des milliers, des centaines de milliers dans les rues de Paris. Ça a été des manifestations à plus de 500 000 à cette époque-là. Et moi, je conduisais une partie des lycéens du 9e avec. Voilà. Et là, tout d'un coup, je me rends compte que je suis très à l'aise quand il s'agit de m'exprimer en public. Et c'est un déclic. Et puis après, bon, tout ça se calme, je passe mon bac, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et puis une tante me dit, mais pourquoi tu ne fais pas du théâtre? Tu as toujours fait ça depuis que tu es tout petit, tu fais des spectacles, tu racontes des blagues, tu te mets en scène, vas-y. Et j'étais un peu contre au départ, je trouvais que c'était un peu bizarre. Et puis finalement, je rentre dans un cours de théâtre, et en 1 heure et demie, c'est plié. J'ai compris que c'était exactement ça que je voulais faire. Et à partir de ce moment-là, je commence à rentrer dans des cours de théâtre. Ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que l'hypersensibilité, enfin un enfant ou un adolescent ou un adulte hypersensible n'est pas quelqu'un d'introverti. Alors, à 70%, ce sont des introvertis, et à 30% des extravertis. Moi, je suis un peu des deux. J'ai appris récemment le terme, on dit biverti, et donc je suis à la fois introverti, euh, j'ai plutôt une vie assez posée, et en revanche, je peux faire un métier assez exposé, où tout d'un coup, bah oui, à l'époque des Robins des Bois, on était très exposé. Aujourd'hui, quand je fais la promo de mon bouquin, je suis plutôt à l'aise pour faire la promo. Je n'ai pas de problème avec voilà, me retrouver dans des situations où je vais être un peu sous le feu des caméras. Mais voilà, donc moi, je suis entre les deux. Mais c'est vrai que la majorité des hypersensibles sont plutôt des introvertis. Est-ce que les hypersensibles se reconnaissent, se ressentent? Oui, et en fait, ils se sentent, voilà, ils se, je sais pas comment dire, mais je sais pas, dans un dîner, tout d'un coup, on va tout de suite repérer les personnes qui ont des profils d'hypersensibles. Ça va passer par l'écoute, ça va passer par les questions, ça va passer par l'humour. Les hypersensibles ont un humour assez décalé, donc on va rire des mêmes blagues, et puis on va tout d'un coup se rendre compte qu'on a un peu les mêmes manies, quoi, et que je ne sais pas si quelqu'un va amener un plat à table qui sent un peu fort, on va réagir tout de suite à l'odeur un peu forte. On va faire les mêmes remarques sur l'éclairage de l'appartement. Si tout d'un coup, la personne a mis des spots halogènes partout dans l'appart, on va dire, ah, dis donc, il a mis le paquet dans l'éclairage, parce qu'on va tout de suite remarquer ça. Bref,
il y a tout de suite des remarques qui fait qu'on repère les hypersensibles. Et donc oui, les hypersensibles s'attirent entre eux, un peu comme voilà, comme si voilà, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du cinquième sens, quoi. Et c'est chouette. Et l'aventure des Robins des Bois, qu'on voit ici, aurait pu se faire si vous n'étiez pas justement tous et toutes sur le même diapason, s'ils n'étaient pas quasiment tous des hypersensibles? Après coup, non, je pense pas que ça aurait pu se faire. C'était, voilà, une fois de plus, le hasard qui fait qu'on s'est réunis sur des valeurs qui étaient communes, qui étaient plus des valeurs liées à l'humour, mais aussi dans notre fonctionnement. Il n'y avait pas de chef chez les Robins des Bois. C'était voilà, c'était tout le temps des discussions entre nous. C'était assez collégial. On s'auto-mettait en scène comme ça, les uns les autres, en fonction de qui était sur scène. Il n'y avait pas de rapport de prise de pouvoir, ni de l'un qui voulait écraser l'autre. On était assez respectueux les uns les autres, ce qui fait qu'on a pu fonctionner comme ça pendant les 8 années qui nous ont réunis et sans jamais se disputer. Donc oui, je ne pense pas que si on avait si on n'avait pas été hypersensible, on n'aurait pas pu fonctionner comme ça, ni avoir cet humour-là. Alors, on va revenir aussi sur votre carrière de producteur, de réalisateur, d'acteur, comédien. D'ailleurs, tiens, je suis très content qu'on puisse en parler. Quelle différence il y a? Je vais toujours poser cette question. Quelle différence il y a entre un acteur et un comédien? Ah, moi, j'en fais pas trop. Parfois, certaines personnes font la différence entre le comédien qui est sur scène au théâtre et l'acteur qui est au cinéma. Au cinéma, ouais. Bon, ça peut être un distinguo. Moi, j'emploie les deux sans vraiment faire la différence. Bon, en tout cas, le cinéma a une part importante. On voit quelques-uns de vos films et on va voir aussi la résonance que ces films ont sur votre hypersensibilité, ou en tout cas l'hypersensibilité sur la création de vos films et la manière dont vous avez fait les choses. Mais il y a quelque chose sur RTCH qui revient régulièrement. On parle souvent de la spiritualité, pas de dogme, pas de prosélytisme. On parle aussi de la mort, de l'après-vie. Et vous, vous dites que ce sont des sujets qui vous ont toujours considérablement interpellé. Dès l'âge de 4 ans, vous aviez cette peur de la mort, cette peur de mourir, la peur de Ouais. perdre ce que vous aimiez. Ouais, ça a été, c'est arrivé très tôt dans ma vie, ouais. Et j'avais peur que la bombe atomique tombe sur Paris quand j'étais petit. Je vivais à 80 km de Paris, donc je me disais, si la bombe atomique tombe sur Paris, est-ce que nous, on va être touchés? Donc déjà, c'était, voilà, j'avais des fortes angoisses. Et ces angoisses-là ont été apaisées le jour où j'ai lu ce livre de Patrice Van Hersel, La Source Noire, qui racontait le récit des gens qui revenaient de coma et qui revenaient avec des récits qu'ils avaient vécus et toutes les expériences proches de la mort. Et ça m'a totalement apaisé parce que je me suis dit, ah ok, d'accord, la mort n'est pas une fin, c'est peut-être un passage, c'est peut-être une étape vers ailleurs, et ça m'a fait un bien fou. En revanche, par la suite, j'ai un peu oublié ce livre et je l'ai redécouvert vraiment sur le tard et je me suis dit, mais comment j'ai pu oublier ce livre? Il est tellement important, il est tellement essentiel et je me suis remis à lire des livres sur les EMI et de nouveau à m'intéresser à ce thème. Et aujourd'hui que voilà, j'ai passé la cinquantaine, j'ai voulu vraiment m'ouvrir à la spiritualité, à casser un tout petit peu tous les préjugés que j'avais dans plein de domaines, et aujourd'hui à écouter. Et plutôt que, voilà, plutôt que de me fermer un tout petit peu les, les œillères, et à écouter et voir ce qui se fait dans tous ces domaines-là, et à être ouvert à tout ça. Ouais. C'est très intéressant qu'un comédien, qu'un acteur, qu'un producteur dans ce milieu s'intéresse à cet univers-là, à cette spiritualité-là avec un grand S, parce qu'on sait combien dans l'univers des comédiens, dans l'univers artistique, comme l'on dit, ce sont des sujets extrêmement difficiles à aborder, extrêmement tabous en règle générale. Ouais, c'est vrai que les acteurs en parlent peu parce qu'on passe vite pour quelqu'un de perché. Mais moi, je ne fais pas de prosélytisme, je dis juste, je suis ouvert. Donc, quand j'ai des amis qui ont vécu des expériences proches de la mort, quand ces gens-là vous racontent ces expériences-là, il ne s'agit pas d'y croire ou de ne pas y croire.
c'est tellement dingue. En plus, ces gens ont changé leur vie par la suite. C'est-à-dire qu'ils ont modifié énormément de choses. Certains se sont séparés, ont choisi des métiers qui étaient plus essentiels, plus importants pour eux, etc. Donc, on n'est pas là dans des récits qu'on a pu lire. Non, on est dans du vécu. Et moi, je prends ça extrêmement au sérieux. Donc, voilà, après, qu'on me juge et qu'on se foute de ma gueule si on me dit « Ouais, lui, il est hypersensible, etc. » Et ça fait rire des gens. Ou lui, tiens, il dit qu'il y a peut-être autre chose après la mort. Je m'en tape, très franchement, parce que finalement, il y a quand même... je sais pas moi, est-ce qu'on se fout de la gueule des bouddhistes? Je ne sais pas, je crois pas, non. Donc voilà, il n'y a pas de raison de tourner ça en dérision. En tout cas, c'est bien de s'ouvrir à ça et on ne va pas trahir un secret. Vous connaissiez bien sûr les écrits de Jean-Jacques Charbonnier, ce médecin anesthésiste réanimateur, et notamment sur les ateliers, les conférences qu'il propose, la TCH. Et vous allez en faire une prochainement, hein? Il se peut, oui. On va essayer. On me l'a proposé et j'ai dit évidemment que oui, parce que ça m'intéresse, évidemment que ça m'intéresse. Donc j'y vais en totale sérénité et prêt à vivre une expérience. Dans cette spiritualité au sens large et dans votre livre, vous parlez de quelque chose qui m'a profondément étonné, les 4 vœux prémonitoires, où vous expliquez précisément qu'avant la disparition de votre maman, vous avez formulé 4 vœux. Quels sont-ils et pourquoi? Alors, il y en avait 5. Il y en a un que je ne peux pas révéler, mais les 4 autres, c'était, je voulais... en fait, c'est quand je me suis séparé de la maman de ma fille, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais faire? Alors, j'ai formulé 5 vœux. Il y en avait un qui était de me mettre à parler mieux anglais. Je ne parlais pas suffisamment bien anglais. Le second, c'était de passer un brevet de secourisme, parce que je sentais le besoin, l'envie de savoir quoi faire si quelqu'un avait un problème devant moi. Le troisième, c'était de me faire tatouer. Et le quatrième, c'était de prendre la nationalité haïtienne, parce que ma mère était d'Haïti et que je sentais le besoin de me réapproprier mon identité haïtienne. Et il se trouve que je les ai tous mis en place, mais de façon presque pas voulue. C'est-à-dire que l'anglais, je l'ai appris finalement parce que ma fille, sa mère est partie vivre aux États-Unis, et donc il a fallu que j'aille aux États-Unis très très souvent, et je me suis mis à parler anglais mieux, de façon naturelle. Le tatouage, il est venu après le décès de ma mère, parce que je me suis dit tiens, il faut que j'ai une trace de son pays. Alors je me suis fait tatouer un symbole vaudou sur le bras. Et puis la nationalité haïtienne aussi, parce que voilà, j'ai perdu ma mère, et à ce moment-là, c'était automatique. Je me suis dit, ben, il faut que je le fasse. Et puis, alors le plus dingue, c'est le coup du brevet de secourisme, parce que je l'ai passé un dimanche où tous les gars me regardaient en me disant, mais qu'est-ce qu'il fout là? La plupart des gens qui étaient là, c'était des gens qui avaient été nommés chefs de la sécurité de leur bureau et qui s'embêtaient à s'en sous de l'heure le week-end, alors que moi j'étais à fond. Moi j'étais mais dans urgence, quoi. Donc j'étais au taquet, et le soir, on me remet mon diplôme de secouriste, très bien. Et dans la nuit, ma mère fait un AVC. Et voilà. Et suite à cet AVC, elle est décédée 3 semaines plus tard. Comme si cette histoire de diplôme de secouriste était une prémonition, était une intuition. Et voilà. Et en fait, finalement, ces 5 vœux ont été des intuitions sur mon futur. Mais je ne les ai pas du tout vécus comme des prémonitions, je les ai vécus comme des envies. Mais très clairement, c'était des intuitions, après coup. Ouais, c'est assez étonnant quand même de voir de quelle manière vous décrivez tout ça, et j'invite évidemment tous ceux et celles qui s'y intéressent à lire très attentivement Fort comme un hypersensible aux éditions Michel Lafon. C'est là-dessus que nous avons basé évidemment cette émission. Le cinéma. Alors le cinéma en tant qu'acteur, qu'est-ce que vous préférez, devant ou derrière la caméra? Derrière, parce que c'est plus Ah mon oui. caractère. Ouais.
Et puis surtout, les films, quand on fait un film, il reste en fait. Et entre le moment où on l'écrit et le moment où on le réalise, et puis après, il fait sa vie tout seul. Alors que quand on joue dans un film, bon, ben voilà, on apparaît dans un film, et puis voilà, c'est un peu Mm. anecdotique. Là, pour le coup, tous les films que j'ai pu faire, alors il y en a, je suis un peu moins content que d'autres, mais c'est un peu comme un père avec ses enfants. Ben, on sait que bon, certains ont des défauts, mais on les aime quand même. Et en fait, moi, j'aime tous mes films, même si j'ai conscience que certains ont plus de défauts que d'autres. Bon, mais ce qui est très intéressant, c'est le fond, c'est le thème, c'est ce qu'il en ressort de ces films, parce qu'ils ont tous, vous dites, mes films semblent différents les uns des autres, et pourtant, chacun est une photographie de moi-même, avec un moment Mm. donné de ma vie, dans un état donné, en général, un état d'hypersensible. Tous ont quelque chose à voir avec ce qui vous suit depuis le début de votre existence, l'hypersensibilité. Totalement. Et ça, c'est fou parce que sur le coup, quand on écrit un film, on n'a pas du tout conscience qu'on est en train de se raconter, nous, sur le moment. On se dit, tiens, j'ai une idée, oui, alors ça va être une comédie ou ça va être une comédie dramatique. Bon, ben, on part sur un projet, on l'écrit, on ne se pose pas la question. Et quelques années plus tard, quand je me suis retourné et que j'ai regardé les films que j'ai pu faire, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait ce point commun de l'hypersensibilité. Le tout premier film que j'ai fait, qui était Casablanca Driver, qui était un faux documentaire sur le plus mauvais boxeur de tous les temps, je me rends compte que ce personnage a beaucoup de mal à s'exprimer. Déjà, il a un langage que personne ne comprend. C'est un incompris. Et je décris finalement un hypersensible. Alors, il est presque autiste, hein, mais il a quand même des caractéristiques d'hypersensible. Après, dans le film Papa, que j'ai fait avec Alain Chabat, et là, pour le Mm. coup, c'est un père et son fils qui traversent la France, c'est un road movie, c'est très clairement deux hypersensibles avec leur humour en commun et en même temps avec leur pudeur commune qui voyagent ensemble. Après, je fais Ah, Low Cost. c'est un rapport, pardon Maurice, c'est un rapport. Il y a votre histoire, votre père aussi. Est-ce que le fait d'avoir Ouais, écrit un film comme ça qui s'appelle Papa, est-ce que c'était aussi une manière de rendre hommage à votre père? totalement, totalement, parce que je racontais à la fois le père que j'avais eu et le père que j'aurais aimé être. Et il se trouve que au moment où je sors le film, je deviens père. Et donc, en fait, voilà, il y a une sorte voilà, il y a tous ces Mm. éléments-là qui se sont concentrés sur ce film. Et c'est vrai que je raconte pas mal le père rêvé que j'aurais aimé avoir. Et quand mon père a vu le film, il m'a dit un truc qui était extraordinaire. Il me dit, ah bravo, il était au fond de la salle, c'était le jour de la première, il me dit bravo, j'ai pas tout entendu. Je lui dis, c'est génial. Parce que mon père était dur de l'oreille, mais de dire ça, il reconnaissait tellement voilà, c'était tellement lui ça. Mais au final, oui, donc voilà, il y a eu papa voilà, qui racontait ce père et ce fils hypersensibles. Par la suite, j'ai fait Pas très normal activité, qui était une sorte de film. Ah non, j'ai fait Low Cost, qui Low était, alors cost, là, ouais. pour le coup, des passagers coincés dans un avion, tout le monde est au taquet, et le personnage de Jean-Paul Rouve, qui est le personnage principal, est un hypersensible. Puis Pas très normal activité, où on se retrouve dans des trucs un peu paranormaux où on aborde une autre partie de l'hypersensibilité. Et puis le Mm. dernier, les ex, oui, alors là, pour le coup, on est sur le pardon, on est sur le partage et sur l'importance d'aimer. Et c'est aussi quelque chose qui est très lié à l'hypersensibilité. Donc oui, oui, totalement, tous mes films Ouais. ont ce Il y point a un commun. lien. Ouais. Ouais. Le prochain, L'homme sans histoire, est-ce que c'est quoi? C'est l'homme qui se réconcilie avec son histoire ou pas du tout? Ouais, exactement, l'homme qui se réconcilie avec son histoire, comme ce que je suis en train de faire en ce moment, mais Ouais. ça raconte l'histoire d'un agriculteur qui est sur le point de prendre sa retraite, qui a 70 ans, qui est un type très fermé, très obtus, raciste, et qui un jour surprend sa fille dans la grange avec le commis qui est arabe, et le père pète un plomb, quoi. Et sa fille lui dit, suite à la dispute, qu'elle se barre, et lui, il fait un malaise, et en fait, il fait un AVC. Et quand il se réveille quelques jours plus tard du coma, il ne parle plus qu'arabe. Donc, c'est presque un pitch de comédie, mais j'en ai pas vraiment fait une comédie, j'en ai plus fait un film sur l'identité et sur la différence. Et donc voilà, ça c'est le prochain projet que j'ai en tête. J'ai peut-être Isabelle Nanty et Gérard Depardieu au casting, si on arrive à réunir les fonds.
si on arrive à monter le film, parce que actuellement l'industrie du cinéma est un peu sinistrée. Mais moi, j'y crois dur comme fer, donc ça se fera sûrement. En tout cas, pour résumer votre histoire, d'abord, il faut évidemment lire votre livre aux éditions Michel Lafon. C'est vraiment très, très bien écrit. C'est drôle. Il y a plein d'humour aussi, parfois, dans des situations un peu cocasses, fort comme un hypersensible. Il y a aussi, et là, c'est très intéressant, on en a parlé tout à l'heure, il y a Charlotte Wills qui va ponctuer, évidemment, votre récit, votre histoire par une analyse plus scientifique, on va dire, où elle l'explique médicalement, presque, même si on n'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais elle décrit des choses très intéressantes qui peuvent justement aider des parents qui ont des enfants avec des comportements parfois difficiles à gérer ou qu'on n'arrive pas très très bien à comprendre. Et bien là, en lisant ce livre, ça permet justement d'avoir un éclairage sur ce qu'est précisément l'hypersensibilité. Est-ce que vous êtes en paix aujourd'hui, Maurice, avec vous-même? Ah ouais. Écoutez, en tout cas, c'est ce que j'essaye ce vers quoi je me dirige, c'est-à-dire d'être le plus centré avec moi-même. Et oui, être en paix à la fois avec mon passé, avec les gens que j'aime, ne plus être dans l'attente de, comment dire, de faux objectifs. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a qu'une chose qui compte pour moi, c'est d'être en harmonie avec moi-même. Donc, être dans la notoriété, être dans le succès, être dans le fait de gagner de l'argent, ça, c'est moins ma préoccupation. Aujourd'hui, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est être en paix. Ouais. Donc, je ne dis pas que j'y suis parvenu parce que je pense que c'est le travail d'une vie, mais en tout cas, c'est ce vers quoi je tends. Dans ce que nous dit Charlotte Wills d'ailleurs, qui écrit, enfin en tout cas qui analyse l'hypersensibilité, elle dit d'abord relativiser la peur de l'échec, réduire la tendance à s'auto-saboter, parce que ça aussi, hein, c'est quelque chose dont vous parlez lorsque vous parliez notamment du théâtre, être tolérant avec soi-même, se pardonner, même quand on ne réussit pas tout, et puis essayer d'apaiser, un peu de s'apaiser comme ça. Alors c'est des mots, hein, c'est toujours facile à dire comme ça quand on écrit. Enfin, en littérature, c'est toujours simple. Le mettre en application, c'est encore autre chose. Hein. Il y a du travail quand même là-dessous. Et vous aviez parlé de l'analyse, de l'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose vous a apporté? Une autre approche, je pense que c'est assez complémentaire avec une analyse parce que l'hypnose est plus rapide et j'ai l'impression qu'elle va dans d'autres contrées et notamment la réconciliation avec l'enfant qu'on est au départ. Ça, c'est des choses qu'on peut faire en hypnose et je ne connaissais pas, moi, cette pratique. Et je l'ai trouvé très, très intéressante parce que j'avais une fausse idée de l'hypnose. Pour moi, l'hypnose était un peu l'hypnose des spectacles qu'on peut voir avec Mesmer, mais pas du tout. En fait, l'hypnose, on est plus proche d'un état de méditation que d'un état profond d'inconscience. Donc, ça a été très intéressant à faire et ça a été très doux. Et surtout, j'avais un très bon praticien. Et c'est important aussi de choisir le bon praticien parce que, bon, il y a un peu de tout dans ce domaine. Une dernière question avant de vous libérer, Maurice. Vous parliez de votre fille, Tess, qui est aux États-Unis, qui a une quinzaine d'années, qui a 15 ans, qui aujourd'hui suit un petit peu comme toujours, votre actualité, j'imagine. Est-ce qu'elle vous a découverte dans ce livre? Alors, je crois qu'elle ne l'a pas encore lu, Ah. pour être franc avec vous. Je pense qu'elle prend son temps. Voilà, elle va petit à petit s'y mettre. Je ne sais pas quand. Je lui envoie parfois des extraits du bouquin. Je lui ai envoyé, par exemple, la dédicace que j'ai pu faire, que j'ai écrit pour elle. Voilà. Mais j'attends qu'elle me dise, papa, est-ce que tu peux me l'envoyer? À ce moment-là, je lui enverrai. En Et vous attendant, pensez, voilà. vous pensez que vous avez déjà anticipé un peu sa réaction, son ressenti, ou pas du tout, ou vous laissez venir les choses? Alors, il y a un truc que j'ai pigé avec ma fille, c'est de ne jamais anticiper ses réactions parce qu'elles sont jamais les bonnes. Donc, voilà, voilà, j'attends de voir. Et ça se trouve, un jour, elle va m'appeler à 25 ans en me disant, j'ai lu ton bouquin, papa. Et si ça se trouve, elle va m'appeler dans 2 semaines. Donc, je ne sais pas encore. Que dirait
votre père et votre mère, s'ils avaient pu lire ce livre? Ah, ça c'est intéressant. Vous savez, j'avais fait une émission quelques semaines avant la mort de ma mère qui était La parenthèse inattendue avec Frédéric Lopez. Frédéric Et Lopez. on se retrouvait comme ça, voilà, on se retrouvait dans une maison presque en week-end. Et c'était avec Morane à l'époque et Vaina Jokante. Et il se trouve que c'est une émission qui était très très bien faite parce que on se mettait à parler spontanément de nous parce qu'on oubliait les caméras qui étaient autour de nous et que ça durait le temps d'un week-end. Et que Frédéric Lopez est un hypersensible très, très bienveillant et qui sait très, très bien donner la parole à ses invités. Et d'ailleurs, voilà un aussi qui a des idées aussi très ouvertes sur l'ailleurs. Mmh. Et donc, ma mère, suite à cette émission, m'avait envoyé une lettre où elle me disait qu'elle s'était rendue compte de ce qu'elle nous avait fait vivre, enfin en tout cas de ce qu'elle m'avait fait vivre, et qu'elle s'en excusait. Alors moi je lui avais dit mais pourquoi tu t'excuses, il n'y a aucune raison, finalement je suis plutôt quelqu'un de heureux dans la vie, et elle m'a dit mais non, mais j'ai pris conscience que c'était vraiment dur quoi, ce que vous avez vécu, et elle est décédée quelques semaines plus tard. Donc je dirais que, vous voyez, je pense que l'air de rien, même si aujourd'hui ils sont plus là, avant de partir, ils ont quand même eu conscience qu'il y avait eu des défaillances, et je pense qu'ils n'étaient pas, voilà, ils regrettaient ces défaillances, ouais. Mmh. En tout cas, je trouve extraordinaire de se livrer comme ça, d'écrire, de pouvoir écrire un livre comme ça, et si je rêve de pouvoir le faire. Et je me suis toujours dit que si un jour j'avais l'occasion de le faire, je pense que ma mère aurait pu me dire: «T'exagères quand même d'avoir dit des choses comme ça. Il y a deux, trois choses quand même, t'aurais pu éviter, hein». Je pense qu'elle serait capable de me dire un truc comme ça. J'en sais rien. En tout cas, bravo, bravo pour Non, ce mais il faut le livre. faire, il faut le faire. Il faut le faire. Oui, oui. Mmh. Chez Michel Lafon. Fort comme un hypersensible, je pense que ça donnera un autre regard peut-être sur ces enfants qui ont parfois des comportements qu'on n'arrive pas très très bien à expliquer, à déterminer, à cadrer. Voilà. Et il y a peut-être de ça ou autre chose, mais en tout cas c'est bien de suivre, de s'ouvrir et de communiquer, de partager et d'essayer d'avoir une oreille attentive et peut-être un œil différent sur ces fameux comportements. Merci beaucoup Maurice. Prochain film dans combien de temps là alors? Je ne sais pas, ça sera, Attends, allez, on va ouais, dire dans un an dans un an. minimum. Bon. Et une prochaine TCH dans quelques temps, on fera un petit compte rendu pour voir de quelle manière la TCH de Maurice Barthélémy s'est déroulée. J'étais ravi de Avec passer cet instant avec vous, Maurice. Merci infiniment. C'était un grand plaisir, franchement, vraiment hyper riche, et merci pour votre intérêt, Marc. À très bientôt. Et vous m'avez ouvert les yeux sur plein de choses. Merci beaucoup. À bientôt, Maurice. À Salut. très vite, merci.